tous, je suis Marielle Simpson d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Vinture consacré à la création de vitrail contemporain, jeu de couleurs et de lumière, en compagnie de Marie Griot, fondatrice de l'atelier La Couleur du Vert. Bonjour. Cette rencontre est organisée dans le prolongement de la 7e édition des rendez-vous de la matière plus faire et elle s'inscrit également dans notre cycle de rendez-vous en ligne consacré aux matériaux innovants et à l'artisanat à destination des professionnels de l'architecture et du design. C'est pourquoi j'insiste, alors vous avez, je vois, trouvé l'onglet discussion, donc c'est super. J'insiste sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes invité à prendre la parole, à engager la conversation, et donc pour cela, à nous poser directement par écrit vos questions. On prendra le temps d'y répondre au fil de la conversation et on répondra bien sûr à toutes les questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Et on va pouvoir tout de suite commencer. Marie, peut-être qu'on peut finalement rentrer directement dans le vif du sujet et parler finalement de la matière première, du verre que vous utilisez pour créer vos vitraux. Quel verre utilisez-vous? Alors, pour créer nos vitraux, on utilise deux sortes de verres. Les premiers verres, ce sont ce qu'on appelle les verres nobles, qui sont les verres manufacturés, dont je vais essayer de partager une image avec vous juste maintenant. Hop. Je reviens en arrière si ça veut bien marcher. Non, ça ne marche pas. Désolée. Alors, je vais parler de ces verres-là en premier, qui sont les verres texturés. Ces verres-là, ce sont les verres industriels. Ce sont ceux qui sont porteurs des textures sans être porteurs de couleurs et qui permettent d'apporter des jeux de flou dans le regard et de contrôler, de mettre en scène en fait le regard en permettant d'avoir des différences de transparence ou de flou tout en étant extrêmement translucide. Donc moi, j'aime beaucoup dans mes projets jouer avec ces verres-là et les utiliser d'une manière... alors, attendez, je suis en train de complètement perdre la main sur mon PowerPoint. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Non, il faut le repartager. Hop, voilà. Là, c'est bon. Un instant. Il suffit de mettre en plein écran et c'est bon. Hop, voilà. L'autre catégorie de verres qu'on utilise, ce sont les verres manufacturés. Donc, vous avez ici un zoom sur un bout de plaque. Donc, c'est des verres qui sont magnifiques, qui sont toujours teintés dans la masse. Et comme dans le processus de fabrication, tout est fait à la main, il n'y a rien qui chasse les bulles d'air à l'intérieur de la matière. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des plaques de verre qui jouent énormément avec la lumière grâce à ces bulles. En revanche, ce sont des verres qui ne sont pas du tout texturés. La plupart du temps, ils ont une transparence qui est bien plus forte. Et quand on travaille et qu'on fait nos colorations, nous, on a des échantillons comme ça qui sont en fait comme des nuanciers de peintre, mais avec des verres. Et c'est comme ça qu'on fait toutes nos colorations. Et la provenance de vos verres, donc on a vu manufacturier, industriel, mais en provenance, on va dire régionale, locale. Alors, un de mes fournisseurs principaux, c'est Saint-Just, donc c'est du verre français, pour le verre manufacturé en tout cas. On a ensuite du verre qu'on appelle le Lambert, qui est manufacturé mais allemand. Et pour les industriels, on travaille avec des verres qui sont soit français, soit allemands, soit japonais, soit américains. Et les variations sont en fait des variations de texture que toutes les gammes ne font pas et que tous les fournisseurs ne font pas. Donc, on varie les fournisseurs en fonction des effets qu'on veut obtenir. D'accord, parce que chacun a sa spécialité du coup. Exactement. D'accord. Et une fois que vous avez donc ce verre, comment vous le travaillez, comment vous le transformez Alors, on a deux transformations de surface. Je vais être obligée de jouer un peu avec mon partage d'écran. Désolée, parce que mon PowerPoint ne fonctionne pas en plein écran. Hop. La première transformation de surface, c'est celle-ci qui est illustrée là, qui est la peinture sur verre, qui est en fait la transformation de surface la plus classique, traditionnelle, qui existe depuis le Moyen-Âge. Ça consiste en prendre un verre et le recouvrir de peinture sur verre qu'on appelle de la grisaille. Chaque étape de peinture amène une cuisson. Le principe, c'est la même que le principe de la peinture céramique, c'est-à-dire qu'on appose la peinture et ensuite elle est cuite à 630 degrés.
Et la cuisson permet de faire tenir la peinture sur le verre et d'apporter les étapes suivantes. Quand on regarde une pièce qui n'est pas prise en photo, là, vous avez un petit exemple d'une peinture sur verre peinte sur un verre manufacturé. Si j'approche, on voit toutes les bulles du verre et on voit également les traits de pinceau et les volumes et les contrastes qui sont apportés à la peinture. On peut également faire des pièces qui ne sont pas aussi représentatives classiques. J'ai travaillé par exemple une série d'échantillons qui sont inspirés de carreaux. Regarder en plein écran, en arrêtant le partage d'écran, juste qu'on voit bien les échantillons qu'on montrer à l'écran. Comme ça? En arrêtant le partage d'écran. Ah. Voilà, super. Okay. Donc là, par exemple, c'est un petit échantillon de peinture sur verre qui est réalisé en inspiration carreau de ciment sur un verre opalescent et qui permet d'avoir un ornement à la surface du verre qui fonctionne bien tout en restant centré sur juste une pièce. Voilà, donc ça, c'est la première transformation de surface qu'on a. La deuxième transformation de surface qu'on a, c'est le sablage, qui consiste en projeter à haute pression du sable à la surface du verre. Je pense que beaucoup d'architectes le connaissent pour le traitement du bois, par exemple. En vitrail, on a une catégorie de verres qui s'appelle les verres plaqués, qui sont en fait des verres constitués de 2 couches, une principale qui fait 3 à 4 mm et une secondaire qui fait à peu près 1 micron, mais qui apporte de la couleur. Et quand on joue à enlever par sablage la première couche du verre, on révèle celle qui est juste en dessous. Les effets qu'on obtient ressemblent par exemple à ça. Là, on a un verre jaune plaqué de rouge, et quand on évide le rouge jusqu'à révéler le jaune, on obtient ces motifs dans lesquels en fait, il y a une légèreté qui vient du fait qu'on a des changements de couleur sans qu'on ait un plomb. Alors qu'en vitrail, la plupart du temps, quand on change de couleur, on change de vert, et donc il y a un cerné de noir autour de la pièce colorée. Donc le sablage, ça permet d'apporter un traitement qui est déjà plus contemporain et ensuite plus léger dans les motifs que ce que peut faire le vitrail sans cette technique-là. Un autre exemple, inspiré de dentelle, beaucoup plus léger sur un verre gris et blanc. Et le motif est beaucoup moins contrasté, beaucoup plus doux, inspiré de la dentelle. Voilà. Donc ça, c'est pour nos 2 transformations de surface, peinture et sablage. D'accord. Et alors, une fois que le verre est transformé, quels sont les gestes, quelle est la technique finalement pour créer le vitrail maintenant? Alors, pour créer le vitrail, en fait, on commence toujours par faire un dessin, une représentation du futur vitrail à l'échelle 10, donc au 10e. Là, vous avez par exemple un exemple de maquette inspirée du style art déco avec comme contrainte donnée par l'architecte de n'avoir aucune couleur et vraiment que des lignes géométriques. Et puis ensuite, une fois que la maquette est validée, on passe au tracé à l'échelle 1. On coupe le verre avec cet outil-là. C'est un coupe-verre. C'était un diamant avant et maintenant, c'est remplacé par du carbone de tungstène qui est hyper résistant. Et après que les pièces sont coupées, on les peint ou on les sable et on les assemble en plomb. D'accord. Et alors, vous les découpez oui, en utilisant donc un gabarit que vous posez sur le verre et c'est ça. Oui, exactement. Ça fonctionne un peu comme de la couture. En fait, le tracé qu'on reproduit du vitrail à l'échelle 1, on le découpe ensuite. Il est réalisé sur un papier qui est assez épais pour servir de guide quand on le pose sur le verre. Et donc, ce morceau de papier, c'est notre calibre. Et quand on coupe, on pose le calibre sur le verre et le morceau de verre obtenu doit avoir une adéquation totale en forme et en taille avec le calibre. On imagine, pour que ça colle parfaitement au dessin et assembler. Exactement. Avec... Voilà. En fait, on travaille au millimètre puisqu'on doit rentrer toujours dans des mesures. Donc, si on coupe trop grand, on est trop grand. Donc, on ne rentre pas dans les fenêtres ou les verrières. Et en prenant en compte, du coup, la jointure qui est en plomb. Exactement. On a d'ailleurs pour ça un outil spécifique à notre métier, c'est le ciseau 3 lames, qui a la particularité de retirer l'équivalent de l'épaisseur du plomb au moment où on découpe nos calibres. Donc ça, c'est fait automatiquement par cette paire de ciseaux magiques.
C'est ça le secret alors. Et justement, alors comment on a-vous arrivé à cette technique, à développer ce rapport particulier au verre, à cette matière? Comment j'en suis arrivée à développer ce rapport particulier au verre? En fait, c'est un matériau que je trouve magnifique. Il est associé à la fragilité, alors qu'en réalité, il est extrêmement résistant à travailler et il demande vraiment à être dompté. Donc, j'en suis arrivée au verre simplement parce que je trouve qu'il y a une vraie poésie et une vraie tension dans ce matériau et que je prends énormément de plaisir à le travailler tous les jours. J'ai aussi un rapport à la couleur qui est augmentée quand elle est transparente parce que je la trouve beaucoup plus vibrante que quand elle est apposée sur une toile ou quand elle est opaque, je trouve que la couleur est beaucoup moins vibrante. Et donc, la transparence a beaucoup joué. Et ensuite, j'aime énormément la mise en scène du regard que constitue le jeu des textures et le fait qu'on peut, grâce à elle, contrôler ce qu'on voit pas, comment on le voit, est-ce qu'on le voit un peu, est-ce qu'on le voit très flou, est-ce que... Bref, cette mise en scène-là du regard, qui a en plus un pouvoir de transformation de l'architecture, je la trouve absolument irrésistible. Et voilà. Et donc, ces trois points cumulés font que le verre, c'est vraiment un matériau de prédilection. Et alors, on va voir quelques exemples dans un instant. Peut-être juste, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours un peu plus en détail, votre voilà, formation aussi finalement? Oui, bien sûr. Donc moi, mon parcours, ça a été d'abord la danse classique, à vrai dire. Et puis, quand j'ai arrêté ça, je me suis tournée d'abord vers les langues étrangères et l'histoire de l'art en pensant à devenir commissaire-priseur ou voilà, quelque chose dans ce domaine-là. Et puis finalement, l'artisanat me manquait. Et j'ai trouvé dans le vitrail le même genre d'art du geste et d'exigence que ce que je cherchais dans la danse. Et donc aujourd'hui, je me sens tout à fait en accord avec mes convictions en ayant ce métier-là. J'ai aussi, je pense, gardé un rapport à la lumière. Ça peut paraître bateau de parler de lumière quand on fait du vitrail, mais en réalité, parler de lumière, c'est aussi parler d'architecture, c'est aussi parler de mise en scène dans les lieux, et c'est pas si éloigné d'un rapport au théâtre et à la scène. D'accord, très bien. Et donc, on a vu un peu ce qui vous plaisait le plus finalement dans ce travail. Quelles sont aussi vos sources d'inspiration? Parce que j'imagine qu'il faut toujours être inspiré au quotidien pour imaginer toujours de nouveaux motifs. Ouais. Alors, si vous permettez, je vais faire un partage d'écran pour illustrer ça. J'ai une source d'inspiration qui est l'architecte Frank Lloyd Wright, qui me plaît énormément et, pardon, et dont j'ai cherché à m'inspirer dans certains projets parce que je trouve que sa façon d'aborder le vitrail est vraiment magistrale. Dans le projet qui vient de s'afficher, qui est un détail de 8 panneaux réalisés chez un particulier, il y a une structure très géométrique avec un élancé qui correspond beaucoup aux structures que pouvait faire l'architecte quand il dessinait des vitraux et avec lesquelles je suis en familiarité, disons. Et au milieu, il y a une pièce centrale sablée qui, elle, par contre, correspond complètement à mon imaginaire personnel. J'arrête le partage d'écran. L'autre source d'inspiration que j'ai vient d'un travail beaucoup plus gestuel pour lequel je passe par la calligraphie beaucoup. Et je vais repartager une image dont j'ai quelques exemples. En fait, je fais pas mal de recherches à l'aquarelle qui sont ensuite des futures pièces centrales recadrées. Est-ce que là, vous la voyez? Oui, on la voit, tout à fait. Ok, bon, désolée, j'ai pas encore tout mis en partage d'écran. Problème technique. Et donc, en fait, j'ai une partie de mon travail qui vient d'un geste beaucoup plus spontané et calligraphique que je récupère ensuite pour travailler des pièces centrales ornementales ou des compositions totales. Donc, ça me permet voilà, d'avoir deux approches, en fait, un côté très art déco structuré et un côté beaucoup plus libre. Et j'aime bien faire des compositions où il y a une tension entre les deux. D'accord. Et alors, du coup, peut-être c'est plutôt dans cet assemblage des thèmes aussi, enfin, quels sont
par rapport à l'exploration dans votre travail finalement, quels sont les aspects que vous explorez, peut-être par rapport justement à ces formes plutôt qu'à la technique. Quels sont pardon, j'ai pas Et entendu les aspects on va dire, exploratoires finalement de votre travail. Les aspects exploratoires de mon travail, ils sont moins tournés vers l'innovation technologique que vers les rendus esthétiques. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir des rendus esthétiques qui sont pas vraiment dans les codes du vitrail. Et pour ça, en fait, je fais des recherches souvent et variées pour créer mon propre univers et avoir un peu une voix qui sorte de l'art déco classique un peu plus consensuel. Je me permets de partager à nouveau une image. Donc ça, c'est un travail complètement issu de mes recherches personnelles pour lesquelles j'ai créé un triptyque que j'ai présenté au rendez-vous de la matière cette année. Et il y a quelques personnes qui m'ont demandé si c'était du vitrail, ce que en fait, j'ai trouvé assez flatteur. C'est complètement en dehors des codes de ce qu'on voit en vitrail traditionnel. Très bien. Alors, peut-être justement voir quelques exemples ensemble, voir finalement aussi comment vos créations habillent les intérieurs et peut-être aussi avoir des précisions sur les espaces à privilégier. Bon, le rôle de la lumière est essentiel, donc voilà, comment vous voyez les choses. Alors, je suis désolée qu'il y ait un petit peu de manipulation. Je vais présenter en premier ce projet-ci, qui est en fait celui qui a inspiré l'affiche de l'invitation que l'on voit pour le Zoom. Donc ça, c'est ce que j'appellerais un projet typiquement ancré dans l'univers parisien parce que ce sont des vitraux qui donnent sur cour et qui ont pour vocation de cacher une vue plutôt désagréable tout en apportant du cachet dans le lieu. Et donc leur fonction, elle est à la fois de mettre en scène le regard pour flouter et clore le lieu de façon à ce que l'extérieur n'intervienne pas et en même temps d'apporter un ornement. Donc là, le projet, il est totalement inspiré de l'art déco qui a été le style qui a inspiré tout le projet de l'architecte dans cet appartement. Et la composition, elle tient grâce à un minimum de couleurs, mais bien réparties, et quelques touches vraiment vives, et beaucoup de textures qui jouent avec la lumière et qui permettent de flouter le regard à chaque instant. Donc ça, c'est un premier projet qui illustre vraiment ce qu'on peut faire à Paris dans des cours d'intérieur. Je vais partager un autre projet maintenant. C'est une verrière d'atelier qui a pour fonction, elle aussi, de flouter le regard. Et en fait, le but, c'est de séparer deux zones dans un appartement. Donc, il y a le côté salon et il y a le côté chambre. Donc, en fait, cette verrière, elle est uniquement composée de verre texturé, de façon à ce qu'on voit uniquement des silhouettes quand on est de l'un ou de l'autre côté. Et le projet est totalement porté par les textures. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il est bien éclairé des deux côtés. Donc, il a vraiment une vie. Il n'a pas un côté muet et un côté qui s'exprime. Il a vraiment une vie des deux côtés. Et la composition, elle est inspirée aussi du style art déco, mais avec quelques courbes qui sont un peu plus tendues et qui tendent vers de l'art nouveau. Et voilà, ça fait partie de mes projets de cœur de l'année. Est-ce que vous me permettez un autre? Avec plaisir, on perçoit bien votre univers et effectivement, pour le dernier exemple, on a un commentaire inspiration calvaire. C'est vrai que finalement, on peut y voir beaucoup de choses et ces formes et ces couleurs sont vraiment très, très inspirantes. Ah, c'est marrant, inspiration calvaire. Bah oui, en fait, c'est vrai. On me dit souvent que c'est inspiration Picasso, mais ouais, je suis assez d'accord avec ce commentaire. Alors, en dernier projet, enfin, je ne sais pas si c'est le dernier, mais en prochain projet,
Je vous montre cette verrière-là qui est dans un style totalement différent. Ça, c'est une collaboration réalisée avec une artiste sculptrice. Et à l'intérieur de la composition, on a reproduit des lignes qui sont en fait des lignes qui se retrouvent dans ces sculptures. Donc ça, c'est un panneau, enfin une création qui a été co-dessinée parce que je n'étais pas capable, moi, d'avoir le trait juste sur ces lignes qui lui appartiennent, elle. Donc, on a fait un mix entre ma tendance art déco et sa tendance à la courbe. Et donc, ce projet-là, il a été pensé en tant que verrière coulissante pour séparer son salon de son atelier. Donc, c'est pour ça que c'était important de la représenter aussi artistiquement dans le projet. Et il marche aussi quand les deux portes coulissantes s'ouvrent et qu'il y a une superposition des portes. Les textures se mélangent, les couleurs se mélangent de manière à ce que tout reste gracieux et qu'en fait, ça apporte encore plus de jeu de lumière et de jeu de texture que quand vous avez la version fermée que vous voyez là. On imagine les portes ouvertes en effet, le rendu. Ouais. Et justement, ça finalement fait aussi une bonne transition avec ma question suivante. Alors, je vais poser ma question et après, j'en ai reçu une, donc les deux peuvent s'enchaîner très très bien. La première, c'est comment vous travaillez avec les architectes ou alors avec les personnes qui vous passent commande, donc que ce soit les étapes, mais aussi effectivement le dessin des motifs. Alors, ça dépend complètement. Avec les architectes, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Soit l'architecte a déjà dessiné un projet et dans ce cas-là, moi, j'apporte des modifications légères qui correspondent surtout à des contraintes techniques que la personne ne connaît pas forcément. C'est le cas, par exemple, du projet qu'on a réalisé avec l'architecte en charge des petits vitraux sur cour. C'est elle qui a eu l'idée du cintre, par exemple, dans la composition que je vous ai montrée. Et moi, ensuite, j'ai fait tout le petit jeu de découpage qui permettait d'avoir des pièces de taille raisonnable et qui permettait en plus d'apporter plus de texture et de couleur que ce qui était initialement prévu. Et donc là, la façon dont ça fonctionne, c'est un aller-retour en dialogue avec l'architecte. Ou alors, le projet du volume, disons, il est pensé, le projet de la déco est déjà pensé aussi, mais moi, j'ai la main sur la partie de la création qui concerne le vitrail. Mais par contre, je ne crée rien avant d'avoir eu un rendez-vous qui soit clair sur les attendus à la fois fonctionnels et artistiques pour savoir les proportions de couleurs, quelles sont les couleurs, à quel point il faut travailler le regard ou pas, laisser de la transparence, laisser uniquement de la translucidité en floutant. Et tout ça, ce sont des questions qu'on aborde de façon à ce que ma création, elle soit vraiment pertinente, non seulement dans le lieu et sa fonction, mais aussi dans le projet architectural. Très bien. Et il me semble aussi qu'on avait évoqué le fait que la provenance des verres, la couleur des verres conditionnait aussi beaucoup les projets selon les enveloppes possibles attribuées, etc. Oui, alors ça, bien sûr, la couleur des verres et la nature des verres a une incidence sur l'aspect esthétique du projet, mais aussi sur le budget. Il se trouve que les verres manufacturés sont 5 à 10 fois plus chers que les verres industriels et que quand on a une enveloppe assez stricte à respecter, naturellement, on se tourne du coup vers des verres qui sont texturés sans couleur, avec quelques touches de couleur, de manière à ne pas faire exploser les budgets. Donc, c'est très bien aussi d'avoir en amont de la création une discussion sur les enveloppes à consacrer au vitrail, de façon à ce que la création soit éclairée par ça aussi au niveau des choix des matières premières. À titre indicatif, même à l'intérieur des verres manufacturés, on a des verres dits vraiment de luxe et des verres manufacturés plus nobles. Les verres de luxe étant les roses et les rouges, parce que ce sont les plus chers. Il y a de l'or dans leur composition pour obtenir les couleurs. Et de ce fait, une plaque de moins d'1 mètre carré, ça coûte à peu près 600 €. Donc, s'il y a du rouge dans une composition, tout de suite, la matière même augmente le prix. Mmh. D'accord. Et alors, la question que j'ai reçue, c'est pour la pose des vitraux, est-ce que les architectes doivent passer par des artisans menuisiers au risque d'une pose à laquelle ils ne seraient peut-être pas forcément habitués, ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires? Non, c'est moi qui pose mes vitraux. Parfois, quand ils sont hyper gros, je viens avec du renfort, mais c'est toujours moi qui pose mes vitraux, sauf s'ils sont exportés à l'étranger, où là, ils sont transportés et puis c'est géré par les entreprises locales.
Mais tant qu'on reste sur mon espace d'intervention, à savoir Paris, banlieue, mais ça m'arrive même d'aller dans le sud, enfin, s'il le faut, c'est moi qui pose. En revanche, j'ai des contraintes techniques. Donc, il faut que la fenêtre soit pensée pour que moi, je puisse intervenir dessus. Ce qui ne nécessite pas l'intervention du menuisier quand moi j'arrive, mais par contre, ça nécessite son intervention pour avoir des parts closes qui soient planes et pas en biseau ou avec des petites moulures, de manière à ce que mon vitrail puisse reposer dessus et se tenir. Je le pose pour anticiper la question sur le double vitrage parce que le vitrail n'est ni isolant phonique ni isolant thermique. Ah oui, c'est une notion intéressante. Ok. En effet, aussi très adapté aux intérieurs où il y a une contrainte aussi à ce niveau-là. En fait, c'est à prendre en compte exactement. Si c'est un vitrail qui donne sur l'extérieur, c'est bien d'avoir une fenêtre en double vitrage s'il y a un but d'isolation. Et puis moi, je vais en survitrage côté spectateur, donc à l'intérieur. Ça se passe en survitrage, d'accord, très bien. Ouais. C'est détail important aussi d'avoir. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et j'aime pas du tout l'effet. C'est possible de poser un vitrail en sandwich dans du double vitrage, mais j'aime pas du tout cet effet-là parce qu'en fait, le verre crée un reflet et enlève de la lisibilité à la composition, casse un peu l'effet vitrail et je trouve que ça nuit à l'ensemble. On a vu quelques exemples, mais je sais que vous avez votre atelier en région parisienne. Il est possible de le visiter, sans doute pour être conseillé, inspiré aussi par les projets que vous exposez. Oui, complètement, avec grand plaisir. Peut-être, alors on rappellera peut-être l'adresse et je communiquerai à tous de toute façon vos coordonnées, Marie, et les liens pour suivre vos actualités, à vous mettre en relation avec les architectes qui nous écoutent aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions ou architectes, auditeurs, n'hésitez pas à nous les poser. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Marie, pour cette présentation, vos questions. J'espère que cette rencontre vous a plu à tous et qu'elle a été source d'inspiration. Et on reste bien en contact pour vous transmettre les différents éléments. Je reçois des petits messages de remerciement, donc je vous les transmets. Et on se retrouve pour la prochaine programmation Zoom Sur. Ça sera donc en janvier. Vous recevrez les invitations. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, très bonne journée. Au revoir.